En novembre 2006, la disparition mystérieuse d'un homme met en alerte une ville anglaise. Mais alors que les investigations débutent, il apparaît que plusieurs de ses proches ne disent pas toute la vérité à la police. Si les enquêteurs veulent faire la lumière sur ce qui est arrivé à Andrew Scanlan, ils vont devoir pousser ceux qui se taisent à parler et ceux qui mentent à être honnêtes. Des secrets de famille vont finir par éclater au grand jour, et avec eux, c'est une véritable boîte de Pandore qui va être ouverte. Générique. Le 22 novembre 2006, la police de Peterborough, une ville située dans le Cambridgeshire en Angleterre, reçoit un appel d'une femme qui semble assez inquiète. Au téléphone, c'est une dénommée Louise Burke qui les contacte pour leur signaler la disparition de son petit ami, Andrew Scanlan, qu'elle a vu pour la dernière fois il y a 5 jours. L'homme de 35 ans a quitté la maison qu'il partage le 17 novembre au soir, à bord d'un véhicule dans lequel se trouvaient 2 hommes. L'ennui, c'est que depuis, Andrew n'a envoyé à Louise qu'un seul message qu'elle trouve vraiment bizarre. Dans ce SMS qu'elle a reçu quelques heures après son départ, il lui dit que des amis l'ont déposé à Londres et qu'il sera de retour dans quelques jours. Seulement voilà, il n'avait jamais fait part à Louise de ce projet avant de s'absenter et surtout, après ça, silence radio. Son petit ami ne répond ni à ses appels ni à ses messages et c'est ce qui l'a poussé à contacter la police. Au commissariat, presque tout le monde connaît Andrew, au moins de vue, parce qu'il est ce qu'on peut appeler un bon client. Il n'a pas d'emploi, c'est un toxicomane notoire, et il s'est plusieurs fois fait arrêter pour des infractions sans grande gravité. Bref, Andrew est assez instable, au point d'ailleurs de s'être fait retirer la garde de ses 3 enfants d'une précédente union, qui ont été confiés à sa mère, leur grand-mère. Ceci dit, ses choix de vie discutables importent peu pour l'heure, parce que tout porte à croire que les inquiétudes de Louise pourraient bien être fondées. Ce n'est pas du tout dans les habitudes d'Andrew de partir comme ça, ni même de la laisser sans nouvelles, et donc, légitimement, Louise se demande où il est actuellement et qui sont ses amis dont il parlait dans son message, mais surtout, au fond, elle craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Des investigations débutent et les enquêteurs commencent par retracer l'emploi du temps d'Andrew dans la soirée qui a précédé sa disparition. Il se trouve que ce soir-là, il était à la maison avec Louise et un certain Peter, un ami du couple. Ces deux-là sont donc les dernières personnes connues de la police à avoir vu Andrew, et forcément, ils sont aussi les 2 premiers à être interrogés. Et c'est là que ça se corse, parce que, rappelez-vous, Louise avait affirmé que le soir du 17 novembre 2006, son petit ami avait quitté la maison à bord d'un véhicule dans lequel se trouvaient 2 hommes. Sauf que, durant son interrogatoire, elle part un petit peu dans tous les sens. Louise confirme dans un premier temps qu'elle a bien vu Andrew partir avec 2 hommes dans un véhicule, qui d'ailleurs était rouge, avant de dire aux enquêteurs qu'en fait, non, elle se rappelle pas très bien de tout ça. Du côté de Peter, ça n'est pas beaucoup plus concluant parce qu'il est totalement confus en ce qui concerne le déroulement de cette soirée. Sa version, comme celle de Louise, ne sont pas claires, et ça intrigue la police. Bon alors, vu le profil d'Andrew, ça n'est pas complètement illogique de penser que Louise et peut-être même Peter ont des habitudes similaires. Du coup, ça ne serait pas surprenant que l'alcool, et peut-être même d'autres substances, se soient invités à cette soirée, ce qui pourrait expliquer le flou total de leur témoignage. Et vous vous doutez bien que si c'est le cas, Louise et Peter ne s'en sont pas forcément vantés auprès des enquêteurs. Mais ce ne sont là que des suppositions de ma part, pas des faits. Bref, toujours est-il que leurs témoignages n'aident pas les enquêteurs et que de personnes d'intérêt, ils glissent doucement vers le statut de suspect. D'ailleurs, la police n'est pas au bout de ses surprises parce qu'il apparaît qu'un retrait a été effectué sur le compte bancaire d'Andrew le 20 décembre 2006, soit un peu plus d'1 mois après sa disparition. Par chance, le distributeur automatique est équipé d'une petite caméra de surveillance et le visage qui a été capturé, c'est celui de Peter. 2 jours plus tard, le 22 décembre, il est arrêté pour être placé en garde à vue et la surprise, il est en possession d'une carte bancaire appartenant à Andrew. Louise est également interrogée à nouveau et à ce moment-là, les enquêteurs pensent qu'elle était peut-être de mèche avec Peter pour faire disparaître son petit ami. Mais voilà, forcément, comme vous vous en doutez, ça aurait été trop simple. Quand il est questionné au sujet du retrait, Peter explique à la police qu'Andrew lui prêtait son compte bancaire depuis un moment. Lui-même n'en avait pas et quand il a trouvé un emploi, il lui en fallait un pour toucher son salaire.
Andrew avait donc donné son accord à Peter pour que son argent soit versé sur son propre compte temporairement. L'explication est vérifiée et confirmée, c'est donc la raison pour laquelle Peter avait une carte appartenant à Andrew, et il apparaît finalement que la police faisait fausse route depuis le départ. Louise et Peter sont désormais mis hors de cause par les enquêteurs, qui n'ont maintenant plus aucun suspect. Retour à la case départ. Heureusement, la petite amie d'Andrew a un sursaut de mémoire pendant l'un de ses interrogatoires, ce qui va peut-être leur être utile pour relancer les investigations. Et elle leur donne effectivement une information de poids, parce qu'elle leur révèle l'identité des deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule qui a embarqué le disparu le soir du 17 novembre 2006. Il s'agissait de James et Mark Béjean, les demi-frères d'Andrew Scanlan. Finalement, tout devient plus clair parce que Louise ajoute qu'il était question qu'ils partent tous les trois en direction du Dorset, à 250 km. Leur mère est décédée récemment et l'avocat qui s'occupe de la gestion de son héritage vit là-bas, raison pour laquelle ils devaient s'y rendre ensemble. Les enquêteurs ont enfin une nouvelle piste et, de toute évidence, elle est solide parce qu'une analyse rapide des relevés téléphoniques de Mark, James et Andrew prouve qu'ils étaient bien ensemble dans la nuit du 17 au 18 novembre. Bref, il apparaît qu'en vérité, les derniers à avoir été en contact avec le disparu, ce sont ses demi-frères. Vous l'avez sûrement deviné, maintenant, la police doit parvenir à comprendre où leur petite virée en famille les a réellement conduits. Le problème, c'est qu'à première vue, ça n'est pas gagné. Parce que lorsqu'ils frappent aux portes de James, 29 ans, et Mark, 26 ans, pour se renseigner, leur réponse ne les aide pas beaucoup. Je veux dire par là que, comme tout le monde dans son entourage, ils savent que leur demi-frère est porté disparu depuis un mois, mais en revanche, ils nient totalement l'avoir vu le 17 novembre au soir. Les enquêteurs savent qu'ils ne disent pas la vérité, et il est maintenant clair qu'ils ne pourront pas compter sur la coopération de James et de Mark. Noël passe sans qu'aucun des proches d'Andrew n'ait de nouvelles de lui, ce qui laisse craindre le pire. Une équipe d'analystes est assignée à l'étude approfondie des relevés téléphoniques des trois hommes, dans le but de savoir où ils sont allés dans la nuit du 17 au 18 novembre. Et il s'avère que le résultat n'est pas des plus rassurants parce que ce soir-là, James, Mark et Andrew ne se sont apparemment pas rendus au Dorset comme c'était prévu, mais à côté d'Aldershot, dans une zone boisée. C'est aussi depuis cet endroit qu'a été envoyé le curieux message reçu par Louise, avant que le téléphone de son petit ami ne cesse tout simplement d'émettre. Dans la foulée, les habitants d'Aldershot sont interrogés et plusieurs disent à la police qu'ils ont effectivement aperçu Andrew avec deux hommes, dont la description correspond à celle de ses demi-frères. Mais ce n'est pas tout, parce que certains affirment qu'il y avait également une quatrième personne avec eux. Selon toute vraisemblance, il s'agirait de Jeff Woods, un ami de James et Mark Béjean, qui les a retrouvés le soir du 17 novembre 2006 avant de monter avec eux dans le véhicule, qui a ensuite récupéré Andrew. Pour les enquêteurs, il ne peut définitivement plus s'agir de simples coïncidences, et le 3 janvier 2007, les trois hommes sont arrêtés pour être interrogés. Malheureusement, James, Mark et Jeff ne disent rien du tout. Et quand je dis rien du tout, ça veut dire qu'après 36 heures de garde à vue, les seuls mots qu'ont obtenu la police de leur part sont « aucun commentaire ». Ils sont les seuls à savoir ce qui est arrivé à Andrew et ils comptent visiblement le garder pour eux. Mais il semble qu'un avocat ait réussi là où la police a échoué, parce qu'après une consultation avec lui, et alors même qu'il était à quelques heures d'être relâché, Jeff se décide finalement à parler. Avec son témoignage, ce qui n'était encore qu'une crainte devient une certitude. Andrew Scanlan est mort et l'enquête pour disparition devient une enquête pour meurtre. Jeff confie aux enquêteurs qu'il a effectivement aidé James et Mark à enterrer son corps, mais que ce n'est pas lui qui l'a tué, et plus surprenant encore, il dit qu'il est prêt à leur montrer où exactement se trouve la dépouille d'Andrew. La police est un petit peu sceptique, mais l'embarque immédiatement en voiture parce que c'est leur dernière chance d'obtenir une preuve qui puisse leur permettre d'inculper les trois hommes avant la fin de leur garde à vue. Jeff les guide loin de Peterborough et ils craignent qu'il ne les fait uniquement pour essayer de s'échapper. Mais finalement, il s'arrête devant une benne à ordures et leur dit que c'est ici qu'ils trouveront les gants que James, Mark et lui portaient quand ils ont enterré le corps d'Andrew. Et c'est vrai parce que 3 paires de gants sont effectivement retrouvées dans la poubelle, mais c'est le second arrêt que fait Jeff qui convainc définitivement les enquêteurs que sa démarche est honnête.
Devant eux se trouvent non pas un, mais deux endroits où la terre semble avoir été fraîchement retournée. Et des fouilles révèlent le 10 janvier que dans ces tombes, qui sont d'ailleurs assez peu profondes, un corps a été enterré. Oui, une seule dépouille dans deux trous. Les mains et la tête dans l'un et le reste du corps dans l'autre. Au moment de sa découverte, le corps, qui avait été placé là presque 2 mois auparavant, est dans un état de décomposition avancé, mais lors de son autopsie, les empreintes dentaires de la victime permettent de confirmer qu'il s'agit bien d'Andrew Scanlon. Un éclat de peinture provenant de l'arme qui a servi à sa décapitation est retrouvé planté dans sa nuque. Il apparaît qu'avant d'être démembré, Andrew a été sévèrement battu et même poignardé, mais le très mauvais état dans lequel se trouve sa dépouille ne permet pas de déterminer la cause exacte de sa mort. En parallèle, les téléphones des 3 suspects sont saisis et l'analyse de celui de James révèle que, peu après les faits, il a envoyé un message assez horrifiant à sa femme Charlotte. On l'a eu. À ce stade de l'enquête, la police ignore quel était son niveau d'implication dans le meurtre d'Andrew, mais ils savent maintenant qu'elle était elle aussi au courant. Charlotte Béjean est donc elle aussi arrêtée et interrogée, mais elle nie en bloc. Qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Son mari lui envoie un SMS dans lequel il sous-entend qu'il a commis un meurtre, mais à part ça, personne n'a rien fait. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'étape suivante pour les enquêteurs, c'est le passage au crible de la Ford Escort de James, celle dans laquelle il a voyagé accompagné de Mark, Jeff et Andrew. Si des traces du passage de la victime étaient retrouvées dans le véhicule, ce serait une preuve incriminante supplémentaire, mais à la grande surprise de la police scientifique, il y en a peu. Très peu même. Et c'est vraiment étonnant parce que le 17 novembre 2006, Jeff et Andrew portaient des vêtements en polaire. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport, Rafu? Eh bien, le rapport, c'est que ce type de textile perd très facilement ses fibres et que normalement, des centaines, voire même des milliers de ces fibres auraient dû être retrouvées sur les sièges de la voiture, ce qui n'a pas du tout été le cas. Quand on sait ça, c'est facile d'en conclure que la Ford Escort a dû bénéficier d'un bon gros nettoyage de printemps, un petit peu en avance. Les personnes qui l'ont nettoyé se sont vraiment donné du mal et la police scientifique leur reconnaît même une certaine habileté. Coïncidence troublante, Charlotte, la femme de James, est une grande fan de la série Les Experts. Et il semblerait qu'elle pensait avoir regardé assez d'épisodes pour pouvoir couvrir ses traces, ou plutôt celles de son mari, comme une véritable pro. Des voisins de James témoignent d'ailleurs du fait qu'ils l'ont vu nettoyer précautionneusement les sièges de son véhicule avec Mark et Charlotte. Armés d'une lampe à UV, ils avaient enroulé du ruban adhésif autour de leurs mains, histoire d'être sûrs de pouvoir enlever un maximum de fibres laissées par les vêtements en polaire que portait Andrew. Ceci dit, malgré tous leurs efforts, la police scientifique en retrouve 4 dans la voiture, et c'est suffisant pour prouver que la victime s'y trouvait la nuit de sa disparition. Et ça n'est pas tout, lors de la fouille de la maison de Jeff, une hache est découverte. Jusque-là, rien d'anormal vu qu'il est élagueur de métier et qu'il coupe souvent du bois, sauf que la peinture qui recouvre l'objet est la même que celle qui a été retrouvée plantée dans la nuque d'Andrew. Vous l'aurez compris, c'est avec cette hache qu'il a été décapité, et ça, disons que c'est un petit peu plus compliqué à justifier. C'est l'ensemble de ces preuves qui permettent l'inculpation de James Béjean, Mark Béjean, Charlotte Béjean et Jeff Woods pour le meurtre d'Andrew Scanlon. Mais ce qui va définitivement enterrer les suspects et les mener tout droit au procès, avec un dossier béton contre eux, ce sont 2 autres événements qui, vous allez le voir, relèvent presque de l'absurde. Retour dans le passé, quand, une semaine après la disparition d'Andrew, Charlotte organise une fête pour son anniversaire. Pendant la soirée, elle force pas mal sur l'alcool et se retrouve dans un état d'ébriété très avancé, mais bon, ça arrive à beaucoup de monde. Ce qui est plus inhabituel, en revanche, c'est le fait qu'elle dise à une personne avec qui elle se dispute, devant toute une foule d'invités, que si elle continue, elle risque bien de le payer de sa vie. Et ça n'est pas tout, parce qu'elle ajoute que celui qui va lui régler son compte, c'est son mari, parce qu'il a déjà fait ça. Bref, forcément, tous ceux qui sont là se demandent si elle est sérieuse, et si oui, de qui elle parle. Certains la questionnent, et Charlotte reprend son déballage. James a tué Andrew Scanlon, et il s'y est pris comme ci et comme ça. En résumé, elle n'épargne aucun détail à son audience, et va même jusqu'à expliquer quelle méthode elle a employée pour se débarrasser des preuves,
tout en faisant le rapprochement avec ce qu'elle a appris en regardant les experts. Alors il faut croire qu'elle a dû louper quelques épisodes parce que je suis pas persuadé qu'avouer un crime devant tes invités à ta fête d'anniversaire soit la meilleure chose à faire quand tu veux échapper à la justice. Et autant vous dire que quand les gens qui étaient présents ce jour-là ont appris qu'elle avait été arrêtée, ils se sont bousculés au portillon pour venir parler à la police de ce qu'ils avaient entendu. Mark, de son côté, n'a pas été beaucoup plus fin, parce que c'est pendant un séjour en Grèce qu'il dit à Mandy, une amie de sa défunte mère qui était avec lui, qu'avec son frère et Jeff, ils ont tué Andrew. Au départ, elle ne le croit pas, mais son intuition la pousse à écrire tout ce qu'il lui a raconté dans un petit carnet, pour être sûr de ne rien oublier. Après leur retour de vacances, quand Mandy reçoit un appel de la police et la questionne au sujet de Mark Béjean, elle commence à se dire que, finalement, tout ça était peut-être vrai. Résultat, elle rapporte tout ce qu'elle a noté aux forces de l'ordre dans les moindres détails. C'est grâce à tous ces témoignages que les enquêteurs ont pu assembler les pièces du puzzle et obtenir le déroulé exact des événements qui se sont produits dans la nuit du 17 au 18 novembre 2006. Après que James, Mark et Jeff soient passés chercher Andrew, ils l'ont conduit jusqu'à la zone boisée près d'Aldershot, où ils se sont arrêtés pour faire une soi-disant pause pipi. L'un des assaillants a sorti une batte du coffre de la voiture et forcément la victime a rapidement compris ce qui allait se passer après l'avoir vu. Andrew a essayé de s'enfuir en courant à travers la forêt, mais malheureusement pour lui, ses trois poursuivants l'ont rattrapé, puis ont commencé à le rouer de coups. Mark a alors trouvé que le processus était trop long et a enserré le cou d'Andrew avec son bras pour le briser, pendant que James le poignardait à de multiples reprises. Andrew a finalement poussé son dernier soupir et les deux frères, aidés par Jeff, ont ensuite coupé sa tête et ses mains avant de les enterrer dans deux tombes différentes. Les enquêteurs supposent que s'ils ont creusé des trous si peu profonds, c'est parce qu'ils avaient probablement l'intention de revenir un petit peu plus tard pour dépasser au moins une partie du corps. Grâce à toutes les preuves recueillies contre les suspects et aux aveux de Jeff Woods, une date de procès ne tarde pas à tomber et c'est l'année suivante, le 27 février 2008, qu'il démarre enfin. Les révélations vont tomber et vous allez voir que la haine que James et Mark éprouvaient envers Andrew ne datait en fait pas d'hier. James et Mark Béjean ainsi que Jeff Woods sont accusés du meurtre d'Andrew Scanlan. Charlotte Béjean, de son côté, est accusée de dissimulation de meurtre, mais aussi d'obstruction à la justice, et elle fera l'objet d'un procès séparé un petit peu plus tard. Les trois accusés sont placés dans des box différents parce que les autorités craignent qu'ils ne se battent pendant les audiences. Sans surprise, tout comme l'avait fait Jeff pendant son interrogatoire, James et Mark essayent d'amoindrir le rôle qu'ils ont tenu dans l'exécution du meurtre d'Andrew Scanlan. Ils disent qu'à l'origine, leur but était simplement d'humilier leur demi-frère en l'abandonnant nu dans les bois, et ils tentent de charger celui qui était leur ami en affirmant que c'est lui qui a décidé de tuer Andrew sans même les consulter. Seulement, il apparaît qu'en vérité, James et Mark Béjean avaient commencé à planifier ce crime 8 longues années avant de le commettre. Pour connaître la raison de leur ressentiment, il faut remonter 10 ans en arrière. Mark, qui avait alors 18 ans, s'était vanté d'avoir participé au braquage à main armée d'un bureau de poste auprès d'Andrew, qui était allé tout répéter à la police. La conséquence pour son demi-frère avait été une peine d'emprisonnement de 4 ans et demi, alors autant vous dire que quand il est sorti, il avait mauvaise. Ce qui a ralenti le passage à l'acte de James et Mark, c'était la présence de leur mère, Linda, qui comptait beaucoup pour eux. Les deux frères savaient que s'ils s'en prenaient à Andrew, ça la détruirait parce qu'elle adorait son fils aîné. Rappelez-vous, elle avait même la garde des enfants de son fils, ce qui a d'ailleurs contribué indirectement à aggraver les tensions. Je m'explique. Il se trouve qu'un cancer a malheureusement été diagnostiqué à Linda, alors seulement âgée de 55 ans, et James et Mark en ont tenu Andrew pour responsable. En effet, ils ont pensé que ce qui avait provoqué la dégradation de l'état de santé de leur mère, c'était le fait qu'elle ait dû s'occuper à temps plein de ses 3 petits-enfants, qui étaient tout jeunes à l'époque. Du coup, quand le 18 octobre 2006, Linda est décédée des suites de sa maladie, le seul rempart qui protégeait Andrew des projets de vengeance de ses demi-frères s'est effondré avec elle. Ce dernier a d'ailleurs été exclu des funérailles de sa propre mère par James et Mark, qui ont rapidement mis leur plan à exécution par la suite, après avoir mis leur ami Jeff dans le coup. Tout comme les deux frères, Jeff était lui aussi connu des services de police, entre autres pour avoir un tempérament très violent, raison sans doute pour laquelle
il n'a pas refusé la proposition. Au terme d'un procès qui dure 7 semaines, et après des délibérations longues de 17 heures, les 3 accusés sont reconnus coupables du meurtre d'Andrew Scanlan, puis condamnés à la prison à perpétuité. James Bejan, qui est celui qui a tout organisé, ne pourra faire une demande de libération conditionnelle qu'après 24 ans d'emprisonnement. Mark Bejan et Jeff Woods, quant à eux, devront passer respectivement 22 et 20 ans derrière les barreaux avant de pouvoir peut-être en bénéficier. Pour finir, Charlotte Bejan est également reconnue coupable des charges qui pèsent contre elle lors de la tenue de son procès et le juge la condamne à 1 an de prison. Alors, si jamais vous regardez des séries d'enquêtes policières ou même des vidéos true crime en espérant que ça vous permettra de commettre le meurtre parfait, bon déjà vous n'êtes pas net, et en plus voilà une preuve supplémentaire que vous vous ferez de toute façon probablement choper quand même. Alors, continuez de regarder des vidéos et abonnez-vous à la chaîne même, ça mange pas de pain, mais faites pas de conneries. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de HVI, et en attendant n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!